Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour Julien. Bonjour Audrey. Alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et retracer ton parcours jusqu'à la création de l'agence D&D? Alors je ne sais pas si on dit D&D ou D&D. On peut dire D&D, voilà, ça me va bien. Eh bien écoute, ravi également. Alors je me présente très rapidement. Donc je suis Julien Didier, président et cofondateur de l'agence D&D. Concrètement, mon parcours, bac scientifique tout d'abord. Puis j'ai intégré une école d'art, obtenu un diplôme en maîtrise d'art graphique et j'ai travaillé en tant que DA junior chez Carré Noir. C'était dans les années 2003, qui est un studio de design qui a été racheté par Publicis. À la suite de quoi je suis devenu indépendant. J'ai travaillé pour plusieurs studios et mon frère de son côté a été responsable informatique et DSI dans plusieurs sociétés dont Columbia et Sony. Et tous les deux, finalement, on avait fait l'expérience de commander des sites auprès d'agences web, SS2I, studios créatifs, mais souvent on a été déçus du rendu. Et globalement, on a décidé de s'associer pour créer une agence d'exception proposant des plateformes uniques et de qualité, aussi bien sur le design que sur la technique. Le tout basé sur des valeurs familiales évidemment et surtout humaines fortes, un esprit d'équipe et une véritable volonté de proximité avec les clients. Puis après quelques mois d'activité, le positionnement en fait qu'on avait choisi d'expertise et de qualité a parlé à nos premiers clients. Le bouche à oreille a plutôt bien fonctionné et on a réalisé des premières plateformes digitales pour des grandes marques telles que LVMH, Sephora, PPR et pour certains c'était d'ailleurs leur première plateforme digitale. Puis après, on a réalisé notre premier site e-commerce, c'était en 2005, autour d'une solution qui s'appelle OS Commerce, qui est un peu l'ancêtre de Magento. Puis on a découvert Magento en 2008, qui était encore en bêta à l'époque. Voilà. Ok, alors oui, 2005, c'était vraiment le tout début du e-commerce. Donc, oui, absolument. t'as senti déjà le potentiel derrière. C'est exactement ça, voilà. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus à propos de l'agence D&D aujourd'hui, un peu l'effectif, vos valeurs, même si tu nous en as déjà un peu parlé? Bien sûr. Alors concrètement, l'agence a été créée en 2004 par Christophe, mon frère et moi-même. Elle est spécialisée dans la création de plateformes digitales et de e-commerce. On est 100% indépendant, c'est très important pour nous. On ne fait pas d'offshore, donc toutes les productions de D&D sont réalisées en France par nos équipes et le siège est basé à Paris. En 2019, on a ouvert 3 agences de production qui sont pas des agences commerciales, donc j'insiste aussi là-dessus, qui sont à Montpellier, Lille et Nantes, avec des chefs de projet, des designers, des développeurs. On est 85 au total aujourd'hui et l'activité de l'agence s'articule autour de 3 piliers, donc le design historique, la technique historique également et le conseil qu'on est venu développer au fil des années, avec 3 objectifs d'entreprise qui sont forts pour nous, qui est donc de privilégier la qualité, aussi bien sur la partie design et technique, avoir une expertise vraiment reconnue et des valeurs humaines bien évidemment. Ok, donc tu nous disais design, technique et conseil, mais concrètement, c'est quoi vos domaines d'expertise? Qu'est-ce que vous offrez à vos clients? Eh bien concrètement, en fait, on a des offres, on a des partenaires et on a des domaines d'expertise. Au niveau des offres, la principale, c'est donc la réalisation de plateformes e-commerce B2C et ou B2B, avec bien sûr la possibilité d'intégrer des markets digitales. Puis on vient petit à petit enrichir l'écosystème pour accélérer la digitalisation de nos clients. Donc on peut mettre en place un PIM, un CRM, une solution de marketing automation, des solutions business, et on vient connecter le tout ensemble pour apporter vraiment un véritable écosystème à nos clients. Côté partenaire, on est partenaire Gold de Magento depuis toujours. Donc Magento est devenu depuis peu Adobe Commerce et on a aujourd'hui une des plus grosses équipes certifiées en France autour de la techno. Mais on a également d'autres partenaires. On est partenaire Gold d'Akeneo PIM, qui est une solution de Product Information Management, d'Eurocommerce, qui est une solution de e-commerce B2B, mais également de Dot Digital, HubSpot et bien d'autres. Et d'un point de vue vraiment domaine d'expertise, donc je l'ai dit précédemment, c'est le design, aussi bien sur la partie UX que UI, la partie développement technique bien évidemment, et bien sûr la partie conseil. Très bien, très clair en tous les cas. Donc tu nous disais que vous étiez partenaire Gold de Magento, du coup comme tu l'as dit, qui est aujourd'hui Adobe Commerce depuis 2008 et toujours bien sûr à l'heure actuelle. Donc pourquoi avoir opté
au commencement, un peu pour cette plateforme et pourquoi continuer toujours aujourd'hui? Et en fait, en 2008, quand on a étudié toutes les solutions du marché à l'époque, il y en avait d'autres, dont PrestaShop et bien d'autres, qui étaient très très bien, également en bêta. Et finalement, ce qui nous a séduit dans Magento, qui à l'époque s'appelait Magento, c'était la richesse fonctionnelle out of the box de la solution. En fait, elle possédait nativement toutes les fonctionnalités stratégiques et surtout indispensables pour des clients ambitieux qui souhaitaient capitaliser et développer leur commerce digital. Après, ce qui nous a séduit, c'est le socle technique qui était vraiment solide, l'approche modulaire qui nous permettait de faire évoluer la plateforme, et très très rapidement, Magento a constitué une énorme communauté de développeurs, d'agences et même de clients finaux qui ont souhaité contribuer et faire avancer la solution. De là a découlé une marketplace de modules qui est extrêmement riche, la plus grosse aujourd'hui du marché. Magento est également open source, ce qui est important pour nous en termes d'indépendance pour le client et même pour nous en tant que partenaire. Et finalement, elle répond au plus large spectre de clients du marché. Donc on peut faire quelques millions de CA jusqu'à plusieurs centaines de millions, et aujourd'hui on a des clients qui ont des chiffres d'affaires extrêmement importants. L'autre intérêt, c'est qu'au fil des années, la solution a vraiment bien évolué et ça a été constant, aussi bien sur la partie purement technique qu'ils ont fait évoluer, et les fonctionnalités. Et finalement, le rachat par Adobe est venu consolider ce que l'éditeur proposait et surtout venu enrichir l'offre globale de la solution. Au final, on a toute l'intelligence aujourd'hui des outils Adobe qui sont très très larges sur plein d'aspects vraiment purement business et qui sont aujourd'hui mis à disposition des clients Adobe Commerce. Très intéressant. Et comment vous accompagnez justement ces clients lorsqu'ils ont un projet de site et qui viennent vers vous? Du coup, sur quels aspects concrètement vous intervenez? On intervient sur nos piliers. Donc sur la partie design, c'est bien sûr des audits UX UI. Donc c'est très important pour faire un état des lieux et apporter un certain nombre de recommandations. Mais derrière, c'est toute la modélisation du design d'expérience qu'on appelle l'UX et la partie graphique, l'UI. Niveau technique, on peut intervenir sur de l'audit. Bien sûr, la partie développement front et back-end. Toute l'interconnexion au système d'information de nos clients. Donc on peut connecter les PIM, le CRM et le RP et toutes les solutions que lui peut utiliser, de logistique par exemple. On vient optimiser la plateforme d'un point de vue performance technique mais également business, et on vient en assurer la maintenance. Et niveau conseil, enfin, on vient faire du consulting tout simplement, en e-commerce évidemment, mais également sur la partie PIM, CRM, marketing automation, et on vient bien sûr les aider dans leur marketing opérationnel. Et le tout peut être accompagné a posteriori de formation, car on aime bien que les clients puissent s'approprier les plateformes que l'on réalise pour eux, et on adore transmettre finalement notre savoir, la manière dont on vient développer pour les aider à aussi monter en compétences dessus. Et je suppose qu'une fois que la plateforme a été lancée, il y a un suivi, un accompagnement de votre part. Comment ça se passe? Exactement. Alors, on peut intervenir juste sur la partie maintenance, mais l'idéal, c'est effectivement d'intervenir sur la phase de développement initial, donc le build. Puis bien sûr, après derrière, il y a le run, qui est donc la maintenance applicative et évolutive de la plateforme. Et ce qui est important pour nous, c'est de vraiment engager une relation sur le long terme. Donc, notre approche, c'est d'aider le client après lui avoir réalisé sa plateforme, à se développer, se digitaliser, interfacer son e-commerce dans toute l'organisation, intégrer de nouveaux outils, identifier tous les pain points organisationnels afin d'apporter des solutions permettant de performer, de fluidifier le travail des équipes, et on a identifié tous les axes d'amélioration pour le business. En résumé, finalement, on apporte toutes les recommandations ergonomiques, design, techniques, fonctionnelles, business, durant toute la collaboration qu'on a avec eux. Très clair. Alors j'ai vu moi, et c'est quelque chose aussi qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est l'un des services que vous proposez. Donc il y a le développement de sites via le corps modèle, ou en français usine à site. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et est-ce que tu peux nous en dire plus à ce propos? Eh bien, ce que je te propose de faire, c'est déjà de définir ce qu'est le corps modèle, ou plutôt l'usine à site en français. En fait, il s'agit d'une méthode pour le marchand qui gère plusieurs sites à la fois ou souhaite développer plusieurs plateformes en ligne très rapidement. C'est une approche de conception finalement qui est réfléchie et mise en œuvre en amont et qui a l'avantage de simplifier le lancement de toutes les nouvelles plateformes en se basant en tout ou partie sur ce fameux corps modèle. Ça fait sens notamment pour le lancement d'une nouvelle langue, d'un nouveau pays ou d'une nouvelle marque, par exemple. Concrètement, il s'agit d'un socle technique et fonctionnel, donc le fameux corps modèle, qui intègre l'exhaustivité des besoins, fonctionnalités, spécificités essentielles souhaitées par les services concernés d'une société ou d'un groupe.
Une fois réalisé, nous pourrons nous appuyer sur ce fameux corps modèle pour décliner de nouvelles plateformes qui bénéficieront instantanément de toute l'architecture et de toutes les fonctionnalités natives au corps modèle. Au niveau expérience utilisateur, ça se traduit par une expérience globale, commune pour tous les sites, donc au niveau UX bien sûr, mais avec quelques spécificités qui peuvent être intégrées à la marge, bien sûr, dans les nouvelles plateformes, en fonction des pays par exemple. Chaque pays peut avoir des particularités, donc l'idée c'est de pouvoir apporter quand même un niveau de flexibilité. Au niveau du design graphique, donc lui, on peut faire quelque chose de différent en fonction des sites. Par exemple, dans le cadre d'une nouvelle marque, on peut bien sûr changer le logo, les couleurs, etc. Une fois lancées et éventuellement personnalisées, ces nouvelles plateformes bénéficieront automatiquement de toutes les modifications, corrections et évolutions apportées à la partie corps modèle. Au niveau des bénéfices, c'est finalement une standardisation des processus de production, la mutualisation de la maintenance, la rationalisation des coûts, l'accélération du time to market. C'est effectivement une approche proposée par D&D pour aider les clients à atteindre leur objectif de croissance tout en maîtrisant l'évolution de leur parc de plateformes. D&D propose aujourd'hui ce service grâce notamment à l'utilisation de la plateforme Adobe Commerce qui intègre nativement toutes les spécificités et les contraintes liées au principe de corps modèle. En associant donc l'expertise d'une agence spécialisée en e-commerce à la solution technique qui va bien, ça nous permet de répondre aux enjeux et aux obstacles que peut rencontrer un client et lui garantir d'avoir un socle corps modèle vraiment réussi. Ok, super intéressant. Alors au niveau plus opérationnel, Oui. comment le site entre guillemets modèle est créé, puis après de quelle façon vous déclinez les autres sites? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est une nouvelle approche qui redéfinit la façon dont les agences web développent, optimisent et assurent la maintenance des différents projets e-commerce d'une entreprise. En fait, il est vachement important d'impliquer dès le début tous les acteurs utiles au projet. L'idée étant que tous les services prenant part au projet comprennent le principe et les conditions du corps modèle pour vraiment rationaliser les temps à passer dans la phase de cadrage. C'est dans cette étape qu'un alignement est fait entre les équipes du marchand et celle de l'agence sur l'arbitrage des besoins, la priorisation, les prochaines étapes à mener dans le cadre d'un projet d'usine à site. Au niveau étape, la première est vraiment d'identifier les pages essentielles du site et les objectifs finaux de la plateforme. Il faut en effet être capable de répondre à de simples questions telles que comment le visiteur arrive sur cet écran, quelles sont les actions qu'il peut effectuer dans la page, où peut-il aller ensuite, etc., etc. Il faut vraiment toujours se mettre dans la peau de l'utilisateur final. La deuxième étape, c'est concevoir un site intégrant l'ensemble des spécificités et des besoins décidés et arbitrés par l'ensemble des parties prenantes du projet. Une fois que ce site est finalisé et qu'il répond bel et bien aux attentes du e-commerçant, il est qualifié comme étant la fameuse plateforme pilote. Après l'avoir testée, éprouvée et s'être assuré qu'elle répond bien au périmètre initial, elle devient alors le fameux modèle qui servira de socle aux autres plateformes issues de l'usine à site. Ces plateformes hériteront quant à elles de l'ensemble des bases techniques et fonctionnelles du site initial. Pour conclure, en sollicitant le bon prestataire et en capitalisant sur le bon socle technologique, vous construisez un premier site web qui répond parfaitement aux besoins de la structure. On dispose en quelque sorte d'une plateforme de référence qui rassemble toutes les fonctionnalités inhérentes à l'activité. On peut ensuite l'adapter à l'ensemble des marques, puis les déployer rapidement tout en gardant une application qui est vraiment homogène et une gestion qui est centralisée, ce qui est évidemment plus facile à maintenir. Cela évite notamment de se retrouver avec autant de sites que on peut avoir de langues, de pays, de marques ou de systèmes d'information. Et on bénéficie grâce au corps modèle d'une conception et d'un paramétrage qui est vraiment global. Ok, donc si je comprends bien, par exemple, là, si moi je développe mon site, le modèle, et qu'après je le décline, par exemple, en espagnol, en italien, en allemand et en anglais, après si je modifie sur le modèle, après tout sera modifié directement sur mes 4 sites avec les langues différentes. Mais après, je peux quand même personnaliser quelques trucs sur les sites. S'il y a des spécificités, par exemple, en fonction de certains pays, j'ai quand même la main pour modifier directement sur les sites déployés. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de mutualiser la réalisation des nouvelles fonctionnalités afin que celles que tu viens apporter sur la plateforme Core Model puissent retomber et que toutes les plateformes qui en héritent puissent également en bénéficier. Et du coup, une fonctionnalité que tu viens faire au niveau du Core Model, automatiquement, la
plateforme sœur viendra en hériter et pourra être utilisé par les équipes. Après, niveau personnalisation, il y a un certain nombre de limites qu'on doit pouvoir s'imposer pour éviter justement d'avoir une multiplicité des problématiques et des spécificités de chaque plateforme. Et ça, je pourrais en revenir un petit peu plus tard. Voilà. Sinon, on perd le bénéfice en fait du corps modèle. Exactement. Très clair. Et il faut compter combien de temps en moyenne pour le déploiement de telle plateforme ? Alors en fait, tout dépend de la taille de l'organisation et surtout des spécificités propres à chaque nouvelle plateforme. Concrètement, après avoir lancé le corps modèle, on a pu le faire pour un de nos clients dernièrement, mais on peut très facilement déployer une nouvelle marque avec sa propre charte graphique en moins d'un mois. Et c'est vraiment ça l'avantage de partir sur un principe de corps modèle. Effectivement, moins d'un mois, c'est plutôt pas mal. Niveau time to market, on est pas mal, effectivement. Ouais, carrément. Et justement, du coup, pour revenir à ce que je disais juste avant, quels sont les ajustements possibles et à contrario, quels sont les éléments immuables dans ce type de modèle ? Alors, au niveau des ajustements possibles, en fait, selon la manière dont l'usine à site a été conçue et de sa modularité au niveau du socle technologique, il est carrément possible en fait de faire évoluer le périmètre du site pilote ou plutôt du corps modèle au gré des nouveaux besoins du client, puis d'en faire bénéficier l'ensemble des sites qui en sont issus. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce sont les éléments qu'on peut appeler d'immuables. C'est selon si on se base sur les best practices du corps modèle et qu'on est vraiment dans une démarche de déploiement rapide, de rationalisation de la maintenance et des coûts, et qu'on veut faire évoluer le site pilote, mais on doit se contraindre pour cela à ne pas avoir de développement spécifique, de fonctionnalité ou d'ergonomie propre à chaque site. Donc, dans le cadre d'une nouvelle marque, on peut évidemment changer le logo, la couleur, la typo, sans que cela n'ait d'impact sur la maintenabilité des plateformes. C'est d'autant plus facile d'ailleurs si on travaille en atomic design, mais ça on pourra en parler un petit peu plus tard si tu le souhaites. Mais il reste toutefois possible de faire évoluer les fonctionnalités et l'ergonomie de la plateforme, mais il est important de s'astreindre à le faire au niveau du site pilote, ou plutôt du corps modèle, qui viendra ensuite en faire profiter tous les autres. Ok, très clair et super intéressant ce modèle. Alors une question très importante aussi, je pense, c'est quels sont les avantages justement du corps modèle ? Écoute, ils sont nombreux. Les avantages, c'est tout simplement c'est tout simplement de pouvoir déployer en fait des plateformes complètes, robustes, multilingues qui répondent aux besoins de la société ou du groupe dans un délai très très court. Ça permet de standardiser, de rationaliser les processus de conception et de production de l'ensemble des sites e-commerce d'une entreprise. Ça permet également de simplifier le système d'information et de centraliser l'ensemble des besoins des sites sur un seul et même logiciel. Ça permet également d'homogénéiser la stratégie digitale de la société ou du groupe, tout en offrant aux différentes entités la possibilité de vendre leurs produits et de gérer leur catalogue en totale autonomie. Ça nous permet également de disposer d'une structure globale et d'un même écosystème technologique sur l'ensemble des sites. Par exemple, les outils de gestion de données clients, les solutions de reporting, les éditeurs de contenu, par exemple. Ça permet également d'offrir une navigation fluide aux utilisateurs pour une excellente expérience client sur tous les devices. Pour rappel, et je pense que tu dois le savoir, c'est que le mobile a encore explosé et on est à près de 22% en 2021 par rapport à 2020. Donc il faut vraiment le prendre en considération. Ça permet enfin de mutualiser la maintenance corrective et évolutive. Plus on a de plateformes, plus on peut multiplier les développements et les risques de dysfonctionnement, par exemple. L'autre aspect, c'est bien sûr de réaliser des économies, d'accélérer, comme j'en parlais précédemment, c'est les développements d'un point de vue purement technique, mais également le time to market, et enfin d'apporter et de rendre l'autonomie aux équipes qui bénéficient grâce à ça d'un site globalement clé en main et qui répond aux attentes et aux objectifs de la société. Et justement, à quel genre d'entreprise, de société s'adresse ce modèle ? Bien, j'ai envie de parler d'entreprises qui ont tout simplement plusieurs sites e-commerce dans plusieurs pays ou plusieurs marques. Typiquement, c'est un marchand qui souhaite déployer de nouvelles plateformes très rapidement en se basant sur un socle technique, fonctionnel et ergonomique solide et éprouvé qui a fait vraiment consensus en interne. Et alors là, c'était toute la partie technique très claire de comment tu l'as expliqué en tous les cas. Mais est-ce que tu aurais un exemple opérationnel d'un déploiement de corps modèle sur une entreprise qui souhaitait justement bénéficier d'un site construit de la même façon pour différentes marques ou différents pays ou tout ce que tu viens d'aborder ?
Bien, tout à fait. En fait, le dernier en date, c'est le groupe Nutrition et Santé. Le groupe Nutrition et Santé, c'est 18 marques. Parmi elles, il y a Gerblé, Gerlinea, Isostar, Cereal Bio, Bimenan, etc. Ils avaient un vrai besoin et un challenge au niveau du groupe, c'est de créer un corps modèle de site e-commerce dans une logique de D2C, Digital to Consumer, pour 6 de leurs marques du groupe et dans plusieurs langues et dans un délai évidemment très court. Les étapes clés, finalement, ça a été tout d'abord de faire un vrai kick-off global, et ça j'ai trouvé ça super intéressant, avec toutes les marques, afin de les faire adhérer au projet. On leur a présenté, les équipes du groupe Nutrition et Santé présentaient le projet, et toutes les équipes du coup se sont senties impliquées dans la démarche. Après on a travaillé en atelier avec les parties prenantes afin de recueillir les besoins des marques, et les objectifs du groupe pour les faire se coordonner, et créer un vrai corps modèle solide. Il y a eu la phase donc de réalisation du corps modèle. On a développé a posteriori toute une méthodologie de déploiement pour chaque nouvelle marque et pour chaque nouveau pays. Et enfin, aujourd'hui, ce qui est vachement intéressant de constater, c'est que petit à petit, les équipes se sont appropriées le corps modèle et on déploie de plus en plus de langues et de plus en plus de marques dans des délais de plus en plus courts. Donc finalement, le modèle initial est venu s'affiner, se perfectionner au fil du temps, et les équipes sont aujourd'hui autonomes à nos côtés pour déployer de nouvelles langues en seulement quelques jours, quelques semaines, quelques mois en fonction des problématiques. Ok, super. Alors quelque chose dont on parle beaucoup en e-commerce et dans le commerce en général, c'est la personnalisation du parcours client. Et avec un tel modèle, est-ce que la personnalisation du parcours client sur chaque site entre guillemets propre est-elle possible et surtout efficace? Eh bien écoute, le site modèle de la future usine à site doit justement être réfléchi pour apporter une expérience utilisateur la plus efficace possible. C'est vraiment au niveau de la conception qu'il est important de définir quelles vont être les attentes du consommateur afin de modéliser une ergonomie qui fluidifie son parcours et améliore la conversion. Et pour répondre plus précisément à la question, le principe de corps modèle est pour le coup d'établir le socle fonctionnel et expérientiel idéal permettant de regrouper les best practices du e-commerce et les besoins propres à la société. En ayant finalement une base commune, on évite de multiplier la gestion du spécifique de chaque plateforme et on mutualise les coûts de maintenance corrective et évolutive de la plateforme. Le fait finalement de personnaliser le parcours client de chaque site reviendrait à sortir du principe même du corps modèle et risquerait de multiplier les couches de spécifiques, la maintenance, les coûts, etc. Toutefois, cela dépend de la plateforme e-commerce utilisée. Si on parle d'Adobe Commerce en l'occurrence, la solution a été conçue dès sa première version pour totalement gérer le corps modèle. Et il reste bien sûr possible de personnaliser à la marge le parcours client en fonction des sites si besoin. Mais ça, c'est d'un commun accord avec le client. Voilà. Bien sûr, oui, ça fait sens. Et selon toi, c'est quoi un peu les enjeux actuels en termes de personnalisation? Parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en e-commerce et de manière générale, sur quels aspects quand on construit son site, il peut être pertinent d'axer la personnalisation client. J'en ai parlé récemment sur une autre prise de parole. En fait, l'hyper-personnalisation du parcours client est vraiment incontournable aujourd'hui. C'est juste indispensable de proposer une expérience personnalisée aux visiteurs avant, pendant et après son achat, en s'appuyant notamment sur l'intelligence artificielle des solutions qui viennent analyser le parcours client, sa navigation, ses actions, ses recherches, etc. Donc la data est vraiment indispensable pour fidéliser les clients et améliorer le taux de conversion. Notamment, tu peux obtenir des infos sur la date du dernier achat, les produits achetés, la fréquence d'achat, les abandons de panier, etc. Quand je parle de l'avant, c'est typiquement la communication qui lui est envoyée et qui doit être véritablement ciblée. Pendant, c'est lui pousser des bons produits au bon moment, par exemple dans la recherche, dans le cross-selling ou dans le panier, en fonction de son parcours et de ses habitudes. Sur la partie après, c'est du coup lui apporter de la visibilité et de l'expérience sur toute la partie logistique jusqu'à temps qu'il reçoive son produit. Au niveau des moyens, en fait, on doit utiliser les personas. C'est vraiment essentiel. Et derrière, analyser les données consommateurs et comportementales pour bien connaître son client. Les outils CRM, de marketing automation, d'intelligence artificielle sont justement là pour analyser le parcours des visiteurs, donc la navigation, les actions, les recherches, etc. Au niveau des outils,
On a bien sûr le mailing, ça permet d'envoyer des communications individualisées en fonction de son nom, sa localisation, ses achats, ses préférences, etc. Il existe également les messageries privées, les Messenger, WhatsApp, etc. On a les chatbots pour fluidifier les échanges. Typiquement, ça évite qu'on ait un client qui attende d'avoir quelqu'un au téléphone et de potentiellement quitter la plateforme. Il peut obtenir un certain nombre de réponses grâce au chatbot. Mais on a également les SMS, dont on sait que le taux d'ouverture est presque 5 fois supérieur à celui des mails. Il est juste important, et là je mets un gros warning, d'être vraiment transparent sur la collecte et l'utilisation des données consommateurs afin de respecter les RGPD, mais surtout son consentement. Et bien sûr, il y a des solutions qui existent pour ça afin de garantir justement cette transparence aux clients. Oui, tout à fait. Ce que tu viens de dire, ça fait sens avec moi, mes expériences en tant que consommatrice. Que l'autre fois, j'ai voulu faire appel à un service client sur un site et juste après, j'étais sur mon portable et après, juste après, il m'a rebasculé en SMS. Donc moi, comme j'ai un iPhone, c'était en e-message. Et c'est vrai que c'est mieux que les mails où tu les vois à peine. Ah mais clairement, en fait, on est assommé sous un flot de mails. Et puis typiquement, il y a une autre étude qui dit que 72% des mails que tu envoies sont même pas consultés, et encore plus s'ils ne sont pas personnalisés. Donc déjà, un mail c'est compliqué, mais derrière, s'il n'y a pas de personnalisation ou qu'on ne propose pas du tout la bonne gamme de produits que tu es venu visiter quelque temps auparavant, il est évident que l'expérience et surtout l'intérêt pour l'internaute va être limité. Et derrière, oui, on a tout un tas d'outils aujourd'hui qui permettent de pouvoir les capter beaucoup plus facilement, sans être trop intrusif non plus, faut faire attention. Mais le tout cumulé, les mails, les SMS et d'autres outils permettent justement de pouvoir créer un véritable lien avec le client. Complètement. On a fini un peu la partie technique. Donc merci en tous les cas pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment hyper clair et hyper intéressant pour moi personnellement, quelque chose que je connaissais pas forcément en détail. Pour conclure, toi qui es dans l'e-commerce depuis 2005, tu as dû le voir évoluer pendant ces 15 dernières années. Aujourd'hui, fin 2021, début 2022, quelles sont pour toi les tendances à suivre en e-commerce pour davantage performer ? Écoute, effectivement, moi, le e-commerce, c'est devenu une passion avec le temps, et je trouve ça incroyable, toutes les nouvelles solutions, nouvelles idées, nouvelles expériences qu'on peut apporter à nos clients. Et il est vrai que les tendances évoluent continuellement, et on en a décelé un certain nombre, nous. Au niveau fonctionnel, la personnalisation, ça j'en ai parlé, c'est vraiment l'indispensable pour améliorer l'engagement des clients. Il y a un autre aspect, ça peut paraître un peu plus classique, on va dire, mais c'est le paiement. Il faut savoir qu'on est de plus en plus habitué, notamment au sans contact, à cause potentiellement aussi du Covid, mais concrètement, le fait de pouvoir apporter une expérience aussi fluide et rapide que le sans contact sur un site e-commerce, c'est extrêmement intéressant et surtout à valeur ajoutée pour le client. Voilà. Ben complètement, ça vraiment. Moi, quand je suis sur un site, que je suis sur mon portable et que j'ai préparé mon panier et tout ça, et que j'ai pas forcément ma carte bleue sous la main, c'est vrai que quand ils me proposent pas l'Apple Pay, j'ai tendance à quitter. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc concrètement, il faut pouvoir proposer justement un tunnel d'achat extrêmement fluide et la partie paiement de manière la plus efficace possible. Mais pour répondre aussi à ton besoin, c'est justement de multiplier les méthodes de paiement. L'Apple Pay, c'est extrêmement important. Donc les méthodes de paiement doivent être variées, instantanées, mais aussi sécurisées. On a vu bien sûr quelques travers par le passé. L'idée, c'est d'apporter une expérience au client et il doit être capable de se sentir sécurisé sur ta plateforme. Et il y a un autre aspect qui est aussi très 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 important, c'est le paiement en plusieurs fois. Ça peut paraître anodin, mais 25% des Français ont opté pour le paiement en plusieurs fois en 2020. Et il est important également de savoir que 78% d'entre eux sont prêts à quitter le site si justement cette méthode de paiement en plusieurs fois n'est pas proposée. Au niveau des tendances, sinon, on en a décelé un certain nombre. C'est globalement notre quotidien, donc le corps modèle, ça j'en ai parlé précédemment. C'est vrai que les sociétés souhaitent rationaliser et surtout gagner en efficience dans la gestion et l'optimisation de leurs coûts. On a également les sites B2B, dans une logique notamment de digitalisation et de plus en plus de sociétés qui souhaitent avoir une plateforme B2B. On l'a vu aussi dans le cadre de la crise sanitaire, les sociétés qui avaient la chance d'avoir un B2B
qui ont potentiellement pu maintenir un niveau de service continu, ce qui n'était pas le cas d'autres sociétés. Et là, donc, on a un vrai virage d'entreprises qui, pour certaines, sont très classiques, envers le B2B dans le digital. On a également donc les marketplaces. Et une autre tendance, c'est le fameux commerce de seconde main. Tu sais que la génération Z est vachement engagée et sensible aux marques durables, et le re-commerce a été fortement sollicité et mis en avant ces derniers temps, notamment grâce à La Redoute, Zalando, mais également des marques de mode qui proposent en parallèle de leur site une section permettant de pouvoir acheter des produits d'occasion. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et bien sûr, également dans cette logique de commerce durable, c'est l'écologie. On est tous concernés, toi, moi, nos enfants, notre planète, et il est important de savoir que les consommateurs le sont aussi. 63% d'entre eux, en fait, souhaitent mieux consommer. Et 77% sont prêts même à renoncer à des marques de mode dont les productions ou les méthodes de production sont néfastes pour l'environnement. Donc il y a une véritable opportunité pour les e-marchands qui choisiront de vraiment avoir une démarche durable en e-commerce. Et ça peut passer par des actions très très simples, tu vois, les modes d'expédition, réduire les emballages, utiliser des matériaux recyclés ou recyclables, ou passer par des transporteurs respectueux. C'est concrètement une action que tu peux faire pour la planète et qui peut t'apporter également une véritable opportunité d'un point de vue tendance, mais surtout réponse aux problématiques des clients d'aujourd'hui. Complètement, je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous avez, vous, du côté D&D, des actualités que tu aimerais partager à notre audience ? Eh bien, écoute, au niveau actualité, on a pas mal de belles plateformes qui devraient voir le jour d'ici peu, mais je peux malheureusement pas en parler, et c'est bien dommage. Mais sinon, d'un point de vue information et culture, on a un e-book justement qui parle du corps modèle en e-commerce, qui est disponible sur notre site, c'est dnd.fr/tag/corps-modèle, et vous pourrez télécharger le e-book gratuitement, et il y a toutes les informations que j'ai pu partager dans ce podcast qui seront complétées et tout du moins synthétisées. Et on a également un calendrier de l'avant du digital et du e-commerce made by D&D qu'on a fait l'année dernière et qu'on reproduit cette année avec tout un tas d'informations, de vidéos, d'interviews pour les marchands justement qui souhaitent se développer dans leur strat digital. En tout cas, Julien, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je vais moi laisser le mot de la fin. Je te laisse l'honneur de conclure. Alors, bien écoute, merci encore. Simple petit mot pour les entreprises. La bonne nouvelle, c'est que le e-com continue de croître, 25% deuxième trimestre. J'ai envie de les encourager à investir dans l'e-commerce et se digitaliser. On l'a vu dans le Covid, mais concrètement, c'est vraiment le moment ou jamais. Et je pense véritablement que c'est un pari gagnant pour les entreprises. Donc, tout ce qui gravite autour du e-commerce est à mon sens, vraiment un Eldorado à aller chercher et poursuivre. Et j'ai envie de te dire merci à toi et merci à Adobe pour leur confiance indéfectible depuis toutes ces années, et à E-Commerce Nation que je suis personnellement beaucoup, et donc j'ai envie de souhaiter une longue vie au e-commerce. Voilà. C'est parfait comme mot de la fin. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Audrey. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur E-Commerce Nation.